Bonjour Gabriel Zucman. Bonjour. C'est un peu votre journée aujourd'hui puisque le texte qui porte votre nom va être débattu à l'Assemblée nationale. On parle de la fameuse taxe sur les très hauts revenus qui fait tant débat. C'est l'article 3 du projet de loi de finances. On va y revenir en détail, mais d'abord, est-ce que vous pensez que cet article 3 va être voté aujourd'hui ? L'article 3, c'est le projet du gouvernement de créer une taxe de 2% sur le patrimoine des holdings. C'est pas du tout ce que je défends. Je sais pas si ça va passer. Ce que je propose avec beaucoup d'autres personnes, c'est de créer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des personnes physiques qui ont plus de 100 millions d'euros de fortune et sans échappatoire possible, de façon à poser un nouveau principe, le principe que l'extrême richesse doit s'accompagner de devoirs incompressibles vis-à-vis de la communauté nationale. Tout cela a été un petit peu allégé, on va y revenir, mais si on fait le calcul entre ceux qui disent qu'ils vont voter pour, ceux qui se sont exprimés contre, on a l'impression que ça va être rejeté. Vous direz quoi ce soir si la taxe est enterrée ? Non, je pense que ce serait incompréhensible que les députés rejettent cet impôt plancher parce que ça reviendrait à accepter que les milliardaires ont droit de payer zéro. Et d'autre part, ce serait irresponsable parce que dans la situation actuelle très dégradée des finances publiques, on a besoin que les ultra-riches fassent un effort, d'autant plus que ce sont eux aujourd'hui qui sont le moins imposés, parce qu'il faut rappeler qu'ils payent 2 fois moins d'impôts en proportion de leurs revenus que toutes les autres catégories sociales. On entend vos arguments incompréhensibles ou injustifiés. En tout cas, quand on fait les comptes, le Rassemblement national y est opposé, le Bloc central y est opposé, la droite y est opposée. Ça ne fait pas les comptes. En même temps, il y a une très forte demande dans l'opinion, dans la population qui s'exprime pour cet impôt plancher sur les ultra-riches, puisque quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion, c'est entre 70% et 86% des Français qui sont favorables. Vous avez l'impression qu'on est en train de passer à côté d'une opportunité historique ? Je pense en tout cas il faut voir le vote qui va avoir lieu. D'abord, regardons, on verra après le vote. Mais dans tous les cas, moi je me réjouis du fait que on comprend beaucoup mieux le problème aujourd'hui, le fait que les milliardaires payent beaucoup moins d'impôts que les autres catégories sociales, le fait que ce problème c'est pas une loi de la nature, il y a des solutions qu'on peut y apporter. Et je suis persuadé, je ne sais pas si ça va prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques années, qu'on y arrivera. Vous savez, dans le fond, ce serait une petite extension du champ de la démocratie, cet impôt plancher sur les milliardaires. Ça ferait rentrer les milliardaires dans le champ de la solidarité nationale et toutes les évolutions, tous les progrès démocratiques de cette nature, ça met toujours un peu de temps à se matérialiser. Gabriel Zucman, vous avez dit si l'article 3 n'est pas voté, ça voudra dire qu'on laisse les plus hauts revenus payer zéro. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que voter contre le principe d'un impôt plancher sur les ultra-riches, les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est voter pour finalement le droit des milliardaires à payer zéro, puisque c'est ça tout le problème aujourd'hui, c'est que donc ça revient même, riches, c'est pas un peu excessif ? Non, c'est ça. Si vous êtes contre le droit des personnes extrêmement riches à payer zéro, alors il faut voter pour un minimum, pour un plancher. Or aujourd'hui, tout le problème, c'est que les milliardaires ne paient pas ou presque d'impôts sur le revenu parce qu'ils peuvent structurer leur richesse. Comme je l'explique dans le livre que j'ai écrit, les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin. Ils peuvent structurer leur fortune de façon à ce que cette fortune génère très peu de revenus taxables. Donc c'est comme ça qu'ils échappent très largement à l'impôt sur le revenu, qui normalement est la pierre angulaire de notre système fiscal, qui est censé les faire contribuer à la solidarité nationale. L'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on accepte que cette situation, cette anomalie se poursuivre, ou est-ce qu'on vient dire non, finalement, quand vous êtes immensément riche, vous devez avoir cette obligation, ce devoir minimal vis-à-vis de la société. Votre proposition, c'est un euphémisme de dire qu'elle clive beaucoup. On a entendu il y a quelques minutes sur France Info Bruno Grandjean, le président du groupe industriel Redex. Il vous reproche d'être déconnecté. Vouloir taxer l'outil de production, ce qui n'est pas une liquidité, c'est anti-économique. Je pense qu'il faut qu'il atterrisse un petit peu, qu'il vienne faire de la microéconomie, qui sera très complémentaire de la macroéconomie, et qu'il vienne voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Venez m'expliquer en quoi nous sommes des privilégiés. Alors c'est une invitation, mais au-delà de la provocation, peut-être un peu dans cette invitation à venir découvrir la vie réelle, est-ce que vous entendez cette critique qui dit que dans une économie de marché libérale, votre proposition, elle est un peu à contresens ? D'abord, moi je veux encourager Monsieur Grandjean et plus généralement toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent à lire le petit livre que j'ai écrit, Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu, nous allons y mettre fin, qui est de façon très claire et très pédagogique, explique le problème, l'anomalie démocratique
que nous avons aujourd'hui, les milliardaires payent très peu, et les solutions, et surtout les arguments et les contre-arguments qu'on peut entendre, hein, mais que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Donc, sur l'argument que finalement ça reviendrait à mettre en péril nos entreprises, notre outil de travail, il est erroné, puisque ce n'est pas une taxe sur les entreprises, c'est une taxe sur les personnes extrêmement fortunées. On ne vient pas obérer les capacités d'investissement de nos entreprises de taille intermédiaire ou de LVMH ou de L'Oréal, pas du tout. On vient dire, si quelqu'un a une fortune personnelle qui est extrêmement élevée, on pourrait débattre, j'ai proposé 100 millions d'euros, alors cette personne doit payer un minimum d'impôts personnels chaque année. Ça n'a rien à voir avec taxer les entreprises. On voulait votre regard sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine. Les députés ont adopté toute une série d'amendements pour taxer les multinationales, cette fois-ci vraiment, leurs bénéfices exceptionnels. C'est pas votre proposition, ça, mais quand même, ça va dans le sens, selon les promoteurs de ces mesures, d'une plus grande justice fiscale. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Ah oui, l'amendement qui a été voté pour mieux taxer les multinationales est très important et effectivement, je me réjouis de son adoption. Il vient poser le principe que si une entreprise finalement fait beaucoup de bénéfices à l'étranger, mais enregistre très peu de profits en France parce qu'elle a délocalisé ses bénéfices dans des paradis fiscaux, mais que ses clients sont en France, alors elle va devoir payer de l'impôt en France. Mais alors, si on adoptait votre proposition, et celle, en plus de celles qui ont été adoptées cette semaine, on taxe finalement les entreprises et les chefs d'entreprise. Ça fait pas un peu beaucoup ? Les entreprises multinationales étrangères qui ont de l'activité en France, mais qui délocalisent leurs profits aux îles Caïmans ou aux Bermudes, je pense qu'il est parfaitement légitime de leur dire, au même titre que les PME, les entreprises françaises, vous devez payer. Si vous voulez continuer à avoir accès au marché français, cet accès doit être conditionné au respect des normes fiscale française. Et c'est la même logique d'ailleurs que celle de l'imposition minimum des milliardaires. Si vous êtes dans la communauté nationale, alors vous devez avoir des devoirs au même titre que les autres catégories sociales. Parce que j'insiste bien sur le fait qu'avec l'impôt plancher de 2% que je soutiens, c'est pas de matraquer les ultra-riches, c'est pas de leur demander de payer plus que le reste de la population, c'est simplement de leur dire vous ne devriez pas pouvoir payer moins. Et ça, je pense que tous les Français, ou presque, sont d'accord avec ce principe. Gabriel Zucman, le Parti socialiste qui défendait votre taxe il y a encore quelques mois propose désormais une version allégée, c'est comme ça qu'on la dénomme désormais, avec une taxe à 3% au lieu de 2%, qui va s'appliquer à plus de monde, surtout ceux qui ont un patrimoine global net qui dépasse 10 millions d'euros, pas 100 000 euros comme vous le proposiez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les élus de Jean-Luc Mélenchon qui disent qu'aujourd'hui, cette taxe est une passoire, qu'elle est inutile ? Alors, deux choses. Premièrement, je me réjouis du fait que le principe de l'impôt plancher soit un acquis. C'est important parce que ça vient cibler l'effort sur les personnes qui sont à la fois extrêmement riches et sur celles qui, parmi les très riches, payent peu d'impôts aujourd'hui. Parce que toute l'idée de l'impôt plancher, c'est que vous allez devoir payer la différence par rapport à 2% ou 3%. Donc ça, c'est un acquis très important. Deuxièmement, le problème principal avec le dispositif proposé par le Parti socialiste, c'est qu'il vient créer des échappatoires, puisqu'il permet aux personnes, par exemple, dont la fortune est constituée d'actions dans des entreprises qu'ils possèdent à plus de 51%, d'échapper à l'impôt. Or, la leçon principale des études, des travaux universitaires sur l'imposition des grandes fortunes, c'est que dès que vous créez des échappatoires, des possibilités de contournement comme ça, vous lancez la machine à optimisation fiscale. Donc, les personnes très riches sont bien conseillées par des armées d'avocats fiscalistes. Et donc, pour que tout ça fonctionne, il faut au contraire qu'il y ait un plancher sans aucune niche, sans aucune échappatoire. Mais pourtant, ces niches fiscales, c'est aussi le fondement de ce qui fait une politique publique. Il y en a plein, la fiscalité française en est remplie. Vous êtes pour la suppression de toutes les niches fiscales aujourd'hui ? Pas forcément de toutes les niches fiscales, mais en tout cas, poser le principe que si vous êtes immensément riche, vous avez plus de 100 millions d'euros, a priori, vous n'avez pas besoin d'exonération, de déduction, quelle qu'elle soit. Vous avez une capacité contributive très forte. Oui, mais on les entend, les arguments qui disent notamment dans le domaine des startups, quand on promeut l'innovation, qu'on est une toute petite, une toute jeune entreprise qui pèse très lourd virtuellement, mais qui ne dégage pas encore de bénéfices. C'est un vrai argument qui porte, ça. C'est un argument qu'il faut entendre, mais qu'il faut replacer d'abord dans le cadre statistique d'ensemble. C'est-à-dire que le rendement moyen de la fortune des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est 6%. C'est nettement supérieur à 2%. Donc l'immense majorité par an, exactement. Donc l'immense majorité des contribuables qui seraient concernés par cet impôt plancher de 2% ont largement de quoi payer avec simplement l'argent, le rendement, le revenu qu'ils tirent de leur fortune. Maintenant, vous avez raison que dans certains cas, rares mais réels, les personnes peuvent avoir un rendement de moins de 2%, il peut y avoir des problèmes de liquidité. Dans ce cas-là, il faut simplement s'appuyer sur ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Quand il y a des problèmes de liquidité, en particulier pour l'impôt sur les successions qui existe à
un taux de 45% pour les grandes successions, nettement plus que 2%. On permet aux personnes concernées d'étaler les paiements, on leur permet de payer en nature avec des mécanismes de datation. Notamment moi, je propose simplement d'élargir ces mécanismes de paiement en nature pour permettre aux personnes de payer en actions de leurs entreprises. Pour en revenir à ce que disait Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit aux socialistes que c'était une passoire, que la taxe telle qu'elle était imaginée était inutile. Je l'ai dit exactement dans les mêmes termes que je vous le dis à vous aujourd'hui et que je l'ai dit au cours des derniers jours. Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? J'ai pas reçu de réponse particulièrement. Vous avez parlé dans le vent, on vous a pas répondu. Et probante. Je pense que de toute façon, moi, mon travail de chercheur, c'est pas de dire aux uns et aux autres ce qu'il convient de faire. C'est un peu ce que vous faites quand même sur les réseaux sociaux dernièrement. Au contraire, la façon dont j'aborde tout ça, c'est que la façon dont les chercheurs en sciences sociales peuvent être utiles au débat public, c'est pas de dire qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses, c'est de montrer la panoplie des possibles. Sur un sujet donné, il y a toujours 1000 façons de faire les choses, et parfois de mettre des nouvelles idées auxquelles les gens auraient pu ne pas penser. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'alerter au regard des expériences historiques, au regard des expériences internationales, sur les risques potentiels, les coûts et les avantages des différentes options. Donc, dans le cas précis de ce qui est proposé par les socialistes, j'alerte sur le risque de lancer la machine à optimisation fiscale. Mais Gabriel Zucman, à vous entendre, on a l'impression que la solution que vous proposez est la seule solution viable, que ceux qui vous critiquent ne vous ont pas compris. Quand on entend, par exemple, le prix Nobel de l'économie, Philippe Aghion, qui critique votre mesure, qui met en garde contre le risque confiscatoire que peut avoir un taux de 2%, c'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas compris ou qui ne vous a pas bien lu. Non, mais j'insiste sur le fait qu'il y a toujours 1000 façons de faire les choses, et je suis sûr qu'il y a d'autres façons de mettre en conformité nos lois fiscales avec notre principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt. Et s'il y en a d'autres, il faut que les personnes nous expliquent clairement lesquels. Et c'est ça qui a un petit peu manqué dans le débat. Les personnes qui critiquent la proposition n'ont pas, en tout cas jusqu'à présent, réussi à nous dire, finalement, comment est-ce qu'on va y arriver à rétablir cette égalité devant l'impôt? C'est ça qui est dans le fond le cœur du sujet. La Constitution de la Ve République reprend dans son préambule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dans son article 13 pose le principe d'égalité devant les charges communes. Or, ce que les études récentes ont démontré, c'est que cette égalité, elle est bafouée, puisque tout prélèvement obligatoire compris, les milliardaires paient 2 fois moins en proportion de leurs revenus que les autres catégories sociales. J'ai proposé un dispositif pour corriger cette anomalie. Si d'autres personnes ont d'autres idées pour la corriger, qu'il nous les explique. Eh bien justement, on va parler des alternatives dans quelques instants avec vous, Gabriel Zucman, sur France Info. Ce sera juste après le fil info de Manon Lombard-Brunel. Il est 8h46. En Seine-Saint-Denis, 2 policiers sont toujours ce matin en garde à vue. Ils ont reconnu hier soir avoir eu des relations sexuelles consenties avec une femme de 26 ans qui, elle, les accuse de viol. Les faits se sont déroulés alors qu'elle était dans une cellule du dépôt du tribunal de Bobigny. Eux ont décidé de saisir la Cour de justice de la République. Une trentaine d'avocats portent plainte à l'encontre de Gérald Darmanin pour prise illégale d'intérêt. Ce collectif dénonce la visite cette semaine du garde des Sceaux à Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé. Les salariés de Novasco en Moselle seront aujourd'hui fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce de Strasbourg doit examiner les offres de reprise de cette aciérie. Elle est en redressement judiciaire. Le principal candidat à la reprise a annoncé lundi qu'il ne reprendrait pas le site lorrain. 450 emplois sont menacés. Et puis en tennis, l'aventure se poursuit pour Valentin Vachereau, Masters 1000 de Paris. Le Monégasque s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la compétition. Il affrontera aujourd'hui le numéro 10 mondial, le Québécois Félix Auger-Aliassime. France Info. Le 8-30 France Info, Benjamin Fontaine, Camille Vigogne-Lecoat. Gabriel Zucman, vous êtes toujours avec nous sur France Info en ce jour si important où votre proposition, dont en tout cas ces déclinaisons, sont examinées à l'Assemblée nationale. On va y revenir, on va parler du fond, justement. Le fond, selon vous, du problème, d'un des problèmes, c'est les holdings. Pour que les auditeurs comprennent bien, à Bercy, on appelle ça des tirelires défiscalisantes. J'aime bien cette expression parce qu'elle est imagée, des structures dans lesquelles on met ses bénéfices quand on est très très riche. En France, elles sont taxées à 0,75%, 1,25% parfois, enfin en tout cas presque pas. Aux États-Unis, un pays que vous connaissez bien, elles peuvent être taxées jusqu'à 20%. Ces holdings. Alors pourquoi ne pas préconiser un système similaire chez nous ? Pour que tout le monde comprenne bien,
Quand vous êtes extrêmement riche, vous pouvez structurer votre fortune de façon à ce qu'elle génère peu de revenus imposables. En les mettant dans il y a différentes façons. Il y a différentes façons de le faire. En France, c'est les holdings qui sont l'outil d'optimisation le plus utilisé, c'est-à-dire que les personnes très fortunées détiennent leur richesse, c'est-à-dire essentiellement des actions de leur entreprise, non pas directement, mais via des sociétés holding. Et donc ce sont ces holdings qui touchent les dividendes de leurs entreprises, et ces dividendes ne sont pas sujets à l'impôt de 30%, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. Les États-Unis ont eu dans les années 30 le même débat que celui qu'on a aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que les grandes fortunes de l'époque ne payaient pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils utilisaient des holdings, et ils ont dit on va pas laisser cette évasion continuer, on va lourdement pénaliser l'utilisation de sociétés holding. Et donc aujourd'hui, les grandes fortunes américaines ne peuvent pas échapper à l'impôt via les holdings. Mais elles ont trouvé malheureusement d'autres possibilités de contournement. C'est pour ça que si on s'attaque que à un dispositif, un mécanisme, une forme d'évasion fiscale, ce n'est pas suffisant, et c'est tout l'intérêt du dispositif d'impôt plancher, d'impôt minimum, parce qu'il vient dire finalement, quelles que soient les techniques d'optimisation que vous avez pu utiliser, à la fin des fins, vous allez devoir payer un minimum incompressible. Vous dites aujourd'hui que le principal danger pour la cohésion sociale, c'est l'injustice fiscale. On voit que les inégalités en France, elles sont surtout le fruit de l'héritage. C'est ce que dit notamment une enquête de l'INSEE, avec son baromètre annuel. Pourquoi on ne s'attaque pas plutôt aux différents mécanismes qui permettent justement aux plus riches de payer très peu d'impôts finalement sur l'héritage ? Je pense que c'est pas l'un ou l'autre. On peut faire les deux. C'est-à-dire, effectivement, dans le système fiscal idéal, on aurait, de mon point de vue, 3 impôts. Un impôt progressif sur l'ensemble des revenus, du travail ou du capital. Un impôt plancher sur les très grandes fortunes, parce que l'impôt sur le revenu, simplement, ne fonctionne pas. C'est ça qu'on a appris avec les études les plus récentes, à bien imposer les très très grandes fortunes. Et en plus de ça, un impôt progressif sur les successions, pour les raisons méritocratiques qui nous sont chères. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Il faut progresser sur ces différents sujets. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça tout seul en France ? Alors le risque principal, si on essaie de mieux taxer nos grandes fortunes, c'est toujours le risque de l'exil fiscal. L'exil fiscal, il faut le prendre au sérieux. D'abord en regardant les études existantes qui montrent qu'il y a un petit peu d'exil fiscal, mais que souvent les risques sont exagérés, instrumentalisés, pas si importants qu'on ne le pense. Et surtout, le plus important, c'est de comprendre que l'exil fiscal, c'est pas une loi de la nature. On peut mettre en œuvre des dispositifs pour le limiter et le réduire. Concrètement, j'ai proposé qu'on crée un bouclier anti-exil fiscal qui viendrait soumettre à l'impôt plancher les grandes fortunes françaises après un éventuel départ pendant 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. On peut discuter. Dans la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en février sur l'impôt plancher sur les très grandes fortunes, l'impôt continue à s'appliquer pendant 5 ans après un départ. On pourrait aller plus loin sans aller forcément jusqu'au cas américain qui, eux, taxent leurs citoyens ou qu'ils vivent jusqu'au restant de leur jour, ce qui est extrême. Mais nous, c'est l'extrême inverse qu'on fait. C'est-à-dire, si vous êtes devenu milliardaire en France, on dit, dès que vous partez en Suisse, immédiatement, vous n'avez plus rien à payer. Comme la plupart des pays. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une gamme d'entre-deux possibles, et c'est ce que je propose de faire. Gabriel Zucman, on voulait vous parler un peu de vous, parce qu'on vous a vu sur beaucoup de médias, vous êtes devenu une marque, vous sortez un livre, vous l'avez dit, les milliardaires ne payent pas d'impôt sur le revenu, nous allons y mettre fin au seuil. Votre nom est partout, la conséquence c'est qu'on vous déteste, à droite, à l'extrême droite, au centre aussi en partie, vous êtes devenu un repoussoir, vous êtes devenu une icône à gauche. Qu'est-ce que ça fait de s'être fait un nom ? Certains vous reprochent d'être en campagne pour être connu. Alors, écoutez, moi je suis chercheur, donc j'aime comprendre, et je suis professeur, donc j'aime expliquer. On voit peu de chercheurs aussi médiatiques, aussi présents que vous aujourd'hui. Mais j'aime aussi expliquer. Et je pense que si ces interventions, ce débat permet une appropriation citoyenne des savoirs, parce que cette proposition, c'est d'abord un grand travail collectif d'analyse de l'expérience historique en matière d'imposition des grandes fortunes, d'analyse des contributions réelles des différentes catégories sociales à l'impôt. Un travail qui a été mené en partenariat avec les administrations fiscales de nombreux pays. En France, c'est par mes collègues de l'Institut des politiques publiques, mais il y a eu des travaux au Brésil, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège. C'est de tout ce travail collectif universitaire de recherche dont je rends compte dans le livre. Et pour moi, si ces savoirs peuvent être appropriés, peuvent être transmis à toutes les citoyennes et tous les citoyens, c'est essentiel et ça fait partie du travail de chercheur en sciences sociales. Vous savez, être chercheur en sciences sociales, c'est pas juste trouver des choses
chose comme je l'ai fait sur l'évasion fiscale et rester dans un petit cercle universitaire, c'est de contribuer au contraire à la diffusion de ces connaissances dans la population. Mais Gabriel Zucman, vous avez entendu ceux qui disent, comme le député Renaissance Sylvain Maillard, que vous agissez comme un militant, pas comme un économiste. À nouveau, je pense que ça reflète, ces interventions reflètent une mécompréhension sur le rôle du chercheur en sciences sociales. Si vous voulez, je pense que le rôle du chercheur, et je suis pas le seul à le penser, c'est pas seulement de garder ses connaissances dans un entre-soi, dans une tour d'ivoire. Mais je disais, est-ce que c'est votre rôle, comme vous le faites, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller chercher les déclarations, surtout des membres du gouvernement d'ailleurs, d'aller démonter leurs propos? D'aller expliquer quelles seraient les conséquences concrètes de différentes propositions. Par exemple, le gouvernement propose de taxer les holdings avec une taxe à 2%. On pourrait dire c'est super, c'est un progrès vers la justice fiscale, c'est ce que font les États-Unis. Sauf qu'ensuite, quand vous lisez le texte qui est proposé, on se rend compte que le dispositif est mité d'exonération, puisque cette taxe ne s'appliquerait pas aux actions détenues par les holdings, qui constituent plus de 90% de leur fortune. Cette taxe ne s'appliquerait pas à l'immobilier détenu par les holdings, à partir du moment où cet immobilier a une activité commerciale, donc par exemple des immeubles de bureaux. Enfin, cette taxe de 2% ne s'appliquerait quasiment à rien. Donc c'est des sujets techniques sur lesquels un éclairage objectif des personnes qui connaissent bien ces sujets est important pour nourrir une discussion démocratique bien informée. Mais pardonnez-moi, vous avez aussi plongé dans le jeu politique en défendant des idées, en les accompagnant, en faisant de la pédagogie, mais pas seulement, en faisant aussi de la politique autour. Quand vous signez une tribune de soutien au programme du Nouveau Front Populaire en juillet 2024, c'est un peu un acte militant. Vous savez, des tribunes, j'en signe beaucoup. Une inclinaison partisane au moins, non ? Et j'en ai signé une, par exemple, au printemps 2025, avec Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, avec Jean Pisani-Ferry, instigateur là, je vous parle du programme économique sur du Nouveau Front l'impôt Populaire. plancher de 2%. Oui, mais c'est justement pour vous dire que des tribunes, j'en signe avec des gens d'horizons politiques très différents. En l'occurrence, avec Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, sur cette question de l'impôt plancher des milliardaires. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu l'étendard de la gauche aujourd'hui, de servir d'étendard, de moyen de pression sur le gouvernement, comme Lucie Castet a pu l'être lors de la dissolution en 2024 ? Non, mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Moi, ça fait 15 ans que j'étudie les grandes fortunes. J'essaie de cartographier leurs richesses. Mais aujourd'hui, votre nom est partout, on parle de vous depuis des mois. D'objectiver leurs techniques d'évasion fiscale et il est très important, et c'est ce que j'essaye de faire, de permettre aux citoyens de s'approprier ces savoirs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Les milliardaires ne paient pas l'impôt sur le revenu, nous allons y mettre fin. C'est ce que je vais continuer à faire dans les semaines qui viennent en donnant des conférences partout en France. Ça va commencer lundi à Clermont-Ferrand, ça va continuer à Strasbourg, à Lille, etc. C'est un travail de chercheurs, de professeurs, de pédagogues, d'explications. Oui, mais moi, j'avais jamais vu autant de combats, autant d'âpreté autour d'une proposition d'un chercheur, justement, d'autant plus que cette mesure fiscale, vous le rappelez bien, elle ne touche que 1800 foyers par an. Ça raconte quoi de l'état du débat politique français sur ces questions ? Je pense que les personnes qui sont ciblées par cette mesure se défendent avec toutes les armes à leur disposition. Les milliardaires, donc ? Les milliardaires. Une de leurs armes, c'est les médias qu'elles possèdent. Et c'est juste révélateur que cette proposition... pourquoi est-ce que les personnes se mobilisent tellement ? Elles se mobilisent parce que cette proposition ne leur laisserait pas d'échappatoire, les forcerait à entrer de plein pied dans la solidarité nationale. Vous attendiez un combat aussi violent ? Oui, parce que j'ai étudié l'histoire fiscale et je sais que, par exemple, au début du XXe siècle, quand Joseph Caillaux, ministre radical, qui n'était pas du tout un révolutionnaire, a porté la création de l'impôt progressif sur le revenu, ça avait conduit à des attaques d'une violence inouïe, des débats interminables. D'ailleurs, ça avait mis 7 ans entre le dépôt à la Chambre des députés du projet de loi en 1907 et son adoption par le Sénat en 1914. Ces questions, vous savez, de progressivité fiscale, de justice fiscale, elles touchent au cœur de la vie démocratique d'un pays. La question fiscale, c'est sans doute la question citoyenne, la question démocratique la plus importante. Donc qu'il y ait des débats, c'est parfaitement naturel et c'est souhaitable. Dernière question, Gabriel Zucman. Vous avez rappelé à plusieurs reprises le titre de votre livre, Les milliardaires ne payent pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin. C'est qui ce nous ? Ce nous, c'est nous, les citoyens français, qui en 1789 avons aboli les privilèges fiscaux de la noblesse, qui en 1914 avons créé l'impôt progressif sur le revenu, grand progrès républicain et démocratique, et qui allons, dans les jours, les semaines, les mois ou les années qui viennent, parachever cette révolution qu'a été la création de l'impôt sur le revenu pour y faire entrer les milliardaires qui aujourd'hui n'y sont pas encore. C'est pas un peu nous la gauche ? C'est pas un gros mot, hein ?
C'est simplement continuer le mouvement vers le progrès de la démocratie et le progrès vers l'égalité, le mouvement historique. On vous a proposé de vous engager en politique ? Non, j'ai jamais été encarté, jamais été militant dans aucun parti. Mais on vous l'a proposé ? On me l'a pas proposé. Et si on vous le propose ? Je vais continuer mon travail de chercheur, de pédagogue, d'explication. Merci beaucoup, Gabriel Zucman, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle donc le titre de votre livre, une dernière fois, Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu. Nous allons y mettre fin, c'est aux éditions du Seuil. Merci Camille, on se retrouve demain dans 5 minutes. Les informés arrivent sur France Info.